Bonjour, bienvenue dans cette série de cours par vidéo en ce samedi du week-end de Pâques. J'espère que vous allez bien. Je reprends donc le fil de mes exposés sur l'élection présidentielle au suffrage universel direct de 1965. Et nous étions parvenus à une situation où, en juin 1965, la candidature d'opposition au général de Gaulle la plus crédible jusque-là, celle de Gaston Defferre, était parvenue dans une impasse. Et donc, le moment où, du fait de cet échec, le général de Gaulle semblait avoir la voie libre. Une autre candidature est intervenue alors, c'est celle de François Mitterrand. Elle ne sera annoncée qu'en septembre 1965, mais disons les choses très clairement, François Mitterrand avait compris depuis longtemps que Gaston Defferre ne pourrait pas aboutir de par les contradictions politiques que je vous ai soulignées, et il attendait son heure. Alors, pourquoi finalement des forces politiques organisées comme la SFIO, le Parti socialiste, donc, ont-elles accepté que François Mitterrand soit candidat alors qu'elles avaient tout fait pour saboter la candidature de Defferre? Je crois qu'il faut quand même bien préciser comment François Mitterrand est perçu à ce moment-là dans l'opinion publique. Personne ne remet en question son opposition résolue au général de Gaulle depuis 1958, opposant de la première heure. Même s'il faut le rappeler, le général de Gaulle en avait fait son ministre chargé de la question des prisonniers à la Libération. Mais je n'ai pas le temps de réévoquer cette période. François Mitterrand s'était radicalement opposé de toutes ses forces, de tout son être, de toutes ses fibres au retour du général de Gaulle au pouvoir, qui incontestablement pour lui était un coup d'État. Et je ne suis pas loin, vous l'aurez compris en écoutant mon propos, de penser exactement la même chose. De Gaulle, Mitterrand s'oppose donc à De Gaulle dès le début, et il est jugé dangereux comme opposant. Et donc tout va être mis en œuvre pour s'en débarrasser, pour le discréditer. C'est la fameuse affaire de l'Observatoire, où Mitterrand est accusé d'avoir monté un faux attentat, en étant d'ailleurs totalement manipulé par des agents, des barbouzes, des agents troubles, très liés au service de police politique mis en place par le général de Gaulle, ou en tout cas par l'entourage du général de Gaulle. Il y a des services de police parallèles. Bon.
Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais enfin, c'est dans un climat psychologique tel où l'hypothèse d'un attentat contre François Mitterrand n'aurait a priori rien de très surprenant. Et donc, le résultat de la manipulation de l'attentat de l'Observatoire, où Mitterrand organise un faux attentat pour protéger ceux qui sont censés le commettre et qui l'auraient prévenu de ce qui allait se passer, alors même que ceux qui ont monté l'affaire ont déjà prévenu par courrier qu'ils allaient proposer à Mitterrand cette mise en scène. C'est ça la manipulation de l'Observatoire. Ce sont des gens qui puent un peu. Enfin, je veux dire, c'est dans un milieu de barbouse strictement non fréquentable. Enfin, ce sont un peu les mêmes qui couvriront, par exemple, la police marocaine quelque temps après, quand elle fera disparaître en plein Paris son opposant Ben Barka. C'est ce qu'on appellera les actions du SAC, du service d'action civique, qui n'est rien d'autre qu'une milice parallèle créée par le pouvoir gaulliste. En tout cas, Mitterrand est discrédité quand la manipulation est rendue publique et que l'on sait qu'en fait de coups d'attentat, c'est une mise en scène dans le jardin de l'Observatoire, à côté de son domicile. Donc voilà, Mitterrand en a probablement conçu l'idée que si on tenait à ce point-là à lui taper dessus, à le discréditer, c'était qu'il faisait sacrément peur. Et ça l'a aussi placé dans une situation où, voulez-vous, qu'est-ce qu'il a à perdre? Rien. 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 Personne ne parierait un centime sur les chances de rebond de Mitterrand après cette affaire-là. Et donc, c'est un Mitterrand homme seul, isolé, que l'on peut tabler. Parce que autant Defferre était dangereux parce qu'il était maire d'une grande ville, il avait des contacts politiques, le soutien d'une partie de la SFIO, même si c'était une minorité face à Guy Mollet. Il aurait pu avoir l'appui des démocrates chrétiens, du MRP. Bon, tout cela faisait que, évidemment, par beaucoup d'aspects, Defferre n'était pas un homme seul. Mais est-ce qu'un homme seul comme l'est Mitterrand peut être dangereux? Et donc Mitterrand apparaît aussi comme tellement isolé qu'il n'a plus que ses analyses intellectuelles, alors après tout intéressantes, mais qui sur le fond ne menacent pas. Après l'élection présidentielle, il redeviendra un homme seul. Donc, Mitterrand offre l'avantage pour ceux qui, à gauche, avaient saboté la candidature de Defferre, de ne pas représenter a priori un danger, de par son isolement. J'évoquais juste avant les analyses intégrées de François Mitterrand, elles sont théorisées dans un livre qui s'appelle Le coup d'État permanent. Je vous en ai donné un extrait. C'est un livre qui, moi, m'a toujours fasciné parce que je le trouve d'une puissance
d'analyse tout à fait exceptionnelle, tout à fait remarquable. Et donc, à l'enjeu tactique homme seul, donc pas dangereux, Mitterrand ajoute une convergence de vues avec Guy Mollet. De Gaulle n'a eu de cesse pour se maintenir au pouvoir que de violer les institutions. Et la violation ultime, c'est celle-là. L'élection présidentielle au suffrage universel. Donc, deuxième intérêt, voilà. Maintenant, comme dit le proverbe, il y a loin de la coupe aux lèvres, et donc le vide créé par l'échec de Defferre en juin 1965, la possibilité de cette candidature Mitterrand, mais du fait de son isolement, qui par là même le rend pas dangereux en apparence, fait que tout ça doit se mettre en place. En tout cas, quoi qu'il en soit, dès l'échec de Defferre que Mitterrand avait prévu, Mitterrand réunit quelques amis dans la banlieue parisienne, à Saint-Gratien, très exactement, et explique très clairement les choses. 1. Je serai candidat. 2. Pour que cette candidature puisse aller à son terme, être effective donc, il faut 3 conditions. Il faut le feu vert de Guy Mollet. Je viens de vous donner quelques éléments d'analyse. Guy Mollet qui raisonne en termes de parti et qui estime que Mitterrand n'a que des réseaux secondaires ne le juge pas dangereux. C'est le problème. 2. Il faut le feu vert de Pierre Mendès France. 3. Il faut ce que Mitterrand appelle le feu orange du Parti communiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Concernant Guy Mollet, puisque j'ai déjà commencé à aborder ce point, ça veut dire tout simplement qu'il faut que le Parti socialiste, même si Mitterrand n'est pas membre du Parti socialiste, bon, on va régler ce problème directement. Il n'aime pas beaucoup les gens qui veulent lui faire passer un examen en socialisme et il estime que ceux qui, plus que lui encore, ont conduit la guerre d'Algérie, parce que lui au moins, en mars 57, s'est refusé à aller plus loin dans les abandons démocratiques et républicains, en refusant les seconds pouvoirs spéciaux, chose qui mérite quand même d'être portée à son crédit. Parce que lui, au moins, s'est opposé au retour du général de Gaulle au pouvoir. Donc, il estime, comme il aura l'occasion de le dire, y compris à votre serviteur, que ceux qui lui demandaient de passer des examens en socialisme n'étaient probablement pas très qualifiés en socialisme. Fin de la parenthèse sur le sujet. Donc Mitterrand doit être investi par le Parti socialiste, c'est-à-dire que le Parti socialiste doit dire c'est ce candidat-là que l'on va soutenir, pour précisément présenter des options morales, des options générales, être cette sorte de personnalité un peu en marge. Je vous parlais dans la dernière vidéo de personnalité morale, pour dépolitiser l'enjeu présidentiel. Le reste aura lieu ailleurs. Donc, dans l'hypothèse où le général de Gaulle se présenterait, mais là, c'est le flou, et ça va rester le flou jusqu'en novembre, Mitterrand, pour Guy Mollet, fait l'affaire. Alors, certains ont une prévention contre lui au sein du Parti socialiste, même de nombreux, dans l'entourage de Guy Mollet. En tout état de cause, Guy Mollet va soutenir François Mitterrand. Mendès France, le second feu vert, le deuxième feu vert, celui de Mendès France. Mendès France dit à Mitterrand...
alors qu'il a quand même des préventions contre. Hein. Je veux dire, Mendes, au moins, n'a pas d'affaire de l'Observatoire sur les bras. Il représente une personnalité morale incontestable, tandis que Mitterrand apparaît comme un manœuvrier tortueux et qui a quand même les mains sales. Mendes France lui explique: ok, pas de problème, je vous soutiens parce que je veux pas y aller. Alors là aussi, sur les raisons, je l'ai déjà abordé, mais pédagogie étant répétition, je peux répéter. La posture de principe de Mendes France, qui a par ailleurs souvent géré sa carrière politique, la démission à la main. Parfois démissionnant, et c'est fut à son honneur en 1956 par exemple, en mai 1956, du gouvernement Guy Mollet. Mais les racines du mal étaient inscrites dès le début. Je vous l'ai montré, je crois. Mendes France apparaît comme une personnalité morale incontestable. Néanmoins, je répète ce que j'ai suggéré. Sa condamnation politique des institutions de 1962, de cette réforme de 1962, dit par principe je suis contre, donc je ne peux pas être candidat, est à mettre également en parallèle avec l'analyse De Gaulle sera candidat et n'importe qui face à De Gaulle prendra une branlée. Et je ne veux pas être celui qui va prendre cette branlée. Parce que je veux toujours après pouvoir incarner l'opposition socialiste de la gauche socialiste démocratique au général de Gaulle. Donc, exit Mendes, et d'ailleurs, j'ai pour habitude, je l'ai déjà fait je crois, de dire que cette opposition de principe tombera lorsque, en 1969, à la seconde élection au suffrage universel sous la Ve République, Mendes France acceptera de partir au combat présidentiel aux côtés de Gaston Defferre. Alors j'en viens maintenant au plus important, le troisième point, le feu orange du Parti communiste. Parce que là, si vous voulez, c'est une nouveauté très importante, mais ce feu orange du Parti communiste, c'est-à-dire je vais pas chercher leur soutien, parce que vous comprenez, soutenu par le Parti communiste, ça repousse pour beaucoup d'électeurs, au nom de vieil adage, l'anticommunisme, dans la culture politique de guerre froide, même si l'ère de Nikita Khrouchtchev, qui s'est achevée quelques mois auparavant, pour être remplacé par une troïka Podgorny, Kosygin, Brejnev. L'ère Khrouchtchev a initié une forme d'ouverture, mais enfin, en termes de guerre froide, Khrouchtchev, c'est le mur de Berlin et la crise des missiles à Cuba. Donc, limite, hein. Donc, le Parti communiste ne peut pas aller à ce type de scrutin, je vous l'ai montré, et être soutenu par le Parti communiste, oui, à la condition que ça n'apparaisse pas un boulet. D'où cette expression de feu orange. Et donc, Mitterrand, par l'intermédiaire d'un certain nombre de personnalités, je pense notamment à l'avocat du Parti communiste Jules Borker, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises sur ces questions-là, qui m'a parlé de ces questions-là. Je pense aussi à des gens du Parti socialiste qui avaient déjà noué, dans la foulée des accords de désistement,
des contacts très sérieux, notamment au patron de la Fédération de la Seine, comme on disait alors, du Parti socialiste, Claude Fusier, qui avait négocié pour les municipales du printemps 65 des accords de désistement entre socialistes et communistes à l'échelon municipal. Parti communiste, donc, sans se rallier officiellement à François Mitterrand, sans déclaration, sans négociation de programme, de projet, va signifier son accord en envoyant un émissaire dans la salle où, début septembre 65, François Mitterrand annonce son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle. Notez qu'on ne sait toujours pas si De Gaulle va être candidat. De Gaulle ne se déclarera que le 4 novembre, je crois, 1965, quasiment un mois avant le scrutin. Et donc, au même moment où le Parti socialiste désigne Mitterrand pour les raisons que je viens de vous exposer, il n'est pas dangereux pour Guy Mollet, c'est ce que pense Guy Mollet. Attendez la fin du film, hein, parce que la fin du film, là, c'est pas du tout ce que Guy Mollet avait pensé. Le Parti socialiste soutient donc Mitterrand, uniquement dans l'hypothèse où le général de Gaulle serait candidat. Et c'est pour ça que, au moment même où François Mitterrand prépare sa candidature, les deux feux verts, le feu orange que je vous ai exposé, eh bien, Guy Mollet fait paraître dans la presse un article qui invite très fortement à une candidature d'Antoine Pinet. Alors beaucoup de commentateurs et d'historiens un peu hâtifs sur le sujet disent, vous voyez bien le double jeu de Guy Mollet, il a voulu torpiller la candidature Mitterrand. Non. Pour Guy Mollet, les choses sont claires. Si De Gaulle est candidat, c'est Mitterrand. Mais si c'est quelqu'un d'autre que De Gaulle, si De Gaulle n'y va pas, comme il est persuadé qu'il n'ira pas, c'est le plus possible, le plus plausible. Et en tout cas, il faut être prêt à l'hypothèse. Alors, la candidature de Mitterrand n'a aucun intérêt, parce que on peut cette fois-ci battre le candidat alternatif au général de Gaulle, Georges Pompidou évidemment, à la condition que tout le monde, la droite, les centristes, tout, se réunissent sur un homme au-dessus de la vie politique traditionnelle et pourquoi pas le vieil Antoine Pinet. C'est donc pour ça aussi que le feu orange du Parti communiste pour Mitterrand était hyper important. Non seulement pour donner du poids à sa candidature, je fais une candidature à l'inverse de faire de gauche, candidat unique de la gauche, quelles que soient les préventions que certains à gauche ont contre lui. Mais, indépendamment de cela, le Parti communiste, s'engageant à soutenir François Mitterrand, rendait impossible également, en cas d'hypothèse où De Gaulle ne se serait pas présenté, le retrait de François Mitterrand. C'est comme si vous voulez, quand vous faites du surf, moi je préfère les couloirs à ski, quand je fais un couloir en ski, je commence par une barre rocheuse, je descends en rappel, je ne peux pas remonter. J'ai jamais fait de surf. Je suppose que quand on est sur une vague en surf, c'est pareil, si on quitte la vague, on se noie.
Vous comprenez, il y a un moment donné où c'est une sorte de double mouvement et où vous êtes porté par les dynamiques internes. Toujours est-il que tout ça est réglé le 4 novembre 1995. D'ailleurs, c'est au cours d'un meeting, je ne sais plus où, je crois à Grenoble peut-être, que Mitterrand apprend la candidature du général de Gaulle, et Mitterrand a une réplique absolument géniale et qui va montrer tout son art d'une campagne électorale. Ah, le général de Gaulle se présente, c'est bien, moi aussi. Voilà, tout ça, on montrait déjà. Je voudrais qu'on fasse très rapidement, parce que le temps tourne, mais ces questions-là, d'abord, outre qu'elles m'intéressent et que j'ai consacré pas mal de travaux dans ma vie de chercheur, elles sont quand même politiquement très importantes. Je voudrais qu'on analyse les autres candidatures. Je ne parle pas des candidatures rigolotes, Marcel Barbu, etc. Vous voyez qu'on analyse trois autres candidatures. Première candidature à analyser, ceux en direction desquels Defferre s'était compromis très largement, les centristes, le MRP qui va se transformer en centre des démocrates et qui présente quelqu'un de jeune, un sourire digne de publicité pour les dentifrices les plus éclatants, Jean Le Canuet, maire de Rouen, jeune, Mitterrand à l'époque a 49 ans, Le Canuet est un petit peu plus et dans ces eaux-là aussi, l'argument de l'âge face au vieux général sera quelque chose qui sera utilisé dans cette campagne. Voilà. Et en face, qu'est-ce qu'on trouve comme autre candidat sérieux? On trouve bien évidemment à l'extrême droite un avocat, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, homme partisan de l'Algérie française, de l'OAS, et qui ne pardonne pas au général de Gaulle, et ça a son importance, sa volte-face et ce qu'il estime être une trahison avec les accords d'Évian. Et bien évidemment, on va avoir le général de Gaulle. Les premiers sondages sont parfaitement clairs. De Gaulle sera réélu au premier tour avec en gros 66% des voix dès le premier tour. Donc bien évidemment, vous voyez que dans ces conditions-là, il faut une sacrée dose d'abnégation pour faire campagne. De Gaulle, 66% des voix. Sauf que très vite, on va s'apercevoir que sous la conduite de deux paramètres, les choses sont un petit peu plus nuancées. La première, c'est que le général de Gaulle estime qu'il ne va pas se mélanger avec du vulgum pecus, là, pauvre peuple, là, hein, c'est très au-dessous de sa condition, hein. Il ne va pas se commettre à faire une campagne électorale, il se présente, son nom suffit. Là, les sondages vont très rapidement montrer, fin du mois de novembre, quatrième semaine du mois de novembre, qu'en fait de 66%, le général de Gaulle peut être quand même à la limite. Mais la presse, l'ORTF, dans un climat de censure politique, n'en fait pas acte. Et donc, le général de Gaulle ne modifie pas sa façon de ne pas faire campagne. Puis deuxièmement, dans une campagne électorale, les choses, il y a des gens qui se révèlent. Et tant Jean Le Canuet que François Mitterrand
vont vraiment se révéler être d'excellents candidats. De même que Tixier-Villancourt. Et d'ailleurs, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne m'en réjouis pas nécessairement, Tixier-Villancourt, qui fera un score tout à fait honorable, hein, plus de 5% des voix. Tixier-Villancourt a demandé à Benoît Hamon, hein, si 5% des voix, c'est pas un score honorable. 5% des voix, il les doit aussi à l'organisation d'une campagne par quelqu'un de compétent, qui est son directeur de campagne, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Vous avez une diapo, hein, où vous voyez, sans mauvais jeu de mots, à l'extrême droite de la diapo, enfin à la gauche de Tixier-Villancourt, la photo de Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que je vous l'ai mise, cette diapo. Voilà. Les résultats des courses, les résultats des élections vont être un petit peu plus serrés que prévu pour le général de Gaulle. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller dormir un peu parce qu'on a eu un écobuage, un incendie un peu violent cette nuit et dans la montagne, dans la vallée, là, pas de mon versant, mais enfin bon, il y a une certaine inquiétude et je trouve lamentable que l'on mobilise des secours en cette période par des pratiques officiellement interdites par la préfecture. En tout cas, ça m'a tenu à la haleine jusqu'à une heure tardive et à mon âge canonique, j'ai besoin d'aller dormir. Bonne journée.